Bonjour à toutes et à tous et merci de votre participation à notre parole d'expert. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jérôme Royan. Jérôme, bonjour. Bonjour. Alors Jérôme, vous êtes un collaborateur de l'IRT Bicom. Alors Bicom est bien connu pour les membres du DigiWorld Institute, puisque notamment avec Emmanuel qui participe à notre bureau, nous avons un certain nombre de travaux auxquels Bicom a participé. Et on a souhaité en effet avoir cet échange avec vous pour bien comprendre finalement la façon dont vous abordiez les technologies, réalité mixte et cloud chez Bicom, puisque vous êtes un ingénieur de recherche spécialisé dans ces technologies-là. Donc Jérôme, j'ai déjà une première question, c'est que finalement Bicom travaille sur les réalités mixtes, donc réalité augmentée, réalité virtuelle, et au futur de ces technologies. Et dans le cadre de vos travaux de recherche, vous travaillez à la cloudification de ces technos, et on sait que cette cloudification est un sujet non seulement d'avenir, mais un sujet qui comporte un certain nombre de challenges. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et nous rappeler finalement, en quelques mots, ce que ça recouvre comme justement domaine de compétences? Tout à fait. Alors, on va parler de réalité mixte. Dans la réalité mixte, on va parler de réalité virtuelle et réalité augmentée. Nous, au sein de l'IRT Bicom, dans mon équipe, on travaille plus particulièrement sur les sujets de réalité augmentée. La réalité augmentée, pour rappel, c'est le fait de rajouter ou d'afficher à un utilisateur une information contextuelle, virtuelle, mais qui va sembler parfaitement localisée dans le monde réel. C'est-à-dire que, par exemple, on va pouvoir afficher ce verre en virtuel et faire en sorte de pouvoir tourner autour et avoir l'impression que cet objet virtuel reste fixe par rapport au monde réel. Et parmi nous donc. Exactement, parmi nous, comme s'il était vrai, alors que c'est une information contextuelle virtuelle. Et donc ça va être très intéressant pour de nombreux cas d'usage. Et on va le voir aussi que ces systèmes de réalité augmentée et de réalité virtuelle, de réalité mixte de manière globale, nécessitent énormément de calculs pour pouvoir fonctionner dans tous les cas. Et pour cela, on est obligé malheureusement de devoir déporter un certain nombre de calculs complexes dans le cloud ou en bordure de cloud. Et donc on va retrouver ici un intérêt à la fois avoir du calcul déporté, des systèmes de réalité augmentée et évidemment pour échanger et pour pouvoir communiquer entre ces deux mondes, une connectivité la plus performante possible, idéalement une connectivité 5G. Alors, une question sans doute de béotien, mais je sais que beaucoup se posent ces points-là, c'est finalement ça sert à quoi? Alors ça sert à quoi? L'intérêt tout particulièrement de la réalité augmentée, ça va être, comme je l'ai dit, on a une information qui est parfaitement alignée avec le monde réel, donc on va éviter par exemple dans un contexte industriel à des opérateurs de devoir lire une information en 2D, soit sur une tablette, soit sur un papier, des instructions d'assemblage, de maintenance, et doit faire cette correspondance entre cette information en 2D et l'équipement sur lequel il intervient en 3D. Ce n'est qu'un exemple. Ici, l'information est directement affichée sur l'équipement en 3D, donc il n'y a plus d'ambiguïté, ce qui va réduire les erreurs lors de l'interaction, enfin lors de l'intervention, et qui va améliorer aussi la productivité, parce qu'il n'y a plus besoin de faire ce temps de synchronisation entre cette information 2D et le monde 3D. Donc on va gagner énormément de temps. Et donc ça va pouvoir assister les opérateurs dans l'industrie. Et on pense évidemment à plusieurs cas d'usage. On va penser par exemple à des cas d'usage liés au contrôle, faire du contrôle qualité ou du contrôle de non-conformité. On va pouvoir afficher la maquette 3D, le jumeau 3D d'un équipement, d'un produit, d'une usine, et pouvoir comparer par exemple la maquette attendue, comme souhaité, et la réalité, et pouvoir détecter des écarts. Et ainsi, par exemple, pouvoir mettre à jour le jumeau numérique. On a aussi des cas d'usage dans le domaine de l'assistance et de la navigation. La navigation, que ce soit naviguer dans des grands espaces, des chantiers navals par exemple, on va pouvoir guider l'opérateur sur son centre, son point d'intervention. Mais on va aussi pouvoir les guider, et c'est du guidage, pour la maintenance, pour de l'assemblage, des tâches d'assemblage, dans lequel on va pouvoir afficher encore une fois en réalité augmentée les différentes étapes, les instructions liées à un assemblage particulier ou à une maintenance particulière sur un équipement. Donc ces technologies participent d'une certaine façon à un enjeu de compétitivité parce que, si je comprends bien ce que vous avez dit, cela permet d'améliorer à la fois la productivité,
à la fois on va sur une logique un peu de zéro défaut, en tout cas d'exigence de qualité, et puis je crois comprendre aussi que cela peut être utile en termes de sécurité, notamment pour un collaborateur qui serait amené à intervenir dans un environnement où il peut y avoir des risques. Alors tout à fait, il y a de nombreux preuves de concept qui ont été développées avec ces systèmes de réalité augmentée et des mesures qui ont été faites sur certaines tâches, et pas sur toutes, mais sur un certain nombre de tâches, on a pu observer des gains de productivité allant jusqu'à 70%. Ah oui. Pareil sur la qualité du produit, on a à peu près cet ordre de grandeur en termes de gains en qualité. Et en effet, on a aussi la capacité d'afficher en réalité augmentée des dangers, des risques avoisinant l'opérateur. Ça peut être par exemple des risques électromagnétiques, électriques, des charges Bien lourdes sûr. qui vont se déplacer, des zones avec une radioactivité relativement importante sur certains chantiers, certains environnements. Donc oui, on a aussi la capacité de faire de la prévention auprès de l'opérateur et de faire en sorte de lui afficher des dangers l'environnement. Et la cloudification finalement de cette technologie permet justement d'augmenter sa capacité de design, de réalisation, c'est ça aussi? Alors, la cloudification va surtout permettre de passer à l'échelle. En fait, ces systèmes de réalité augmentée que l'on connaît aujourd'hui, malheureusement, ne fonctionnent qu'à des très petites échelles. On voit plein de démonstrations sur lesquelles on va proposer des opérations de maintenance sur un réacteur d'avion, sur un moteur de voiture, mais on n'a pas de système de réalité augmentée qui fonctionne à l'échelle d'une usine, qui fonctionne n'importe où sur un chantier, quelles que soient les conditions, et qui fonctionne sur une multitude de dispositifs. Et c'est ça le point bloquant aujourd'hui, c'est qu'il y a un investissement à travers la réalisation de preuves de concept par les industriels. Malheureusement, certains dispositifs disparaissent. Et donc l'investissement part en poussière parce que malheureusement, ils sont obligés de tout refaire pour... Le passage à l'échelle ne se fait pas. Il n'y a pas de passage à l'échelle, il n'y a pas d'interopérabilité entre les systèmes. Et c'est aujourd'hui l'un des problèmes. Et le fait de déporter dans le cloud va permettre justement de ce passage à l'échelle, va permettre d'avoir des systèmes qui fonctionnent n'importe où et va permettre aussi de fonctionner quel que soit le dispositif utilisé. On pourrait imaginer d'avoir soit une tablette, soit un casque, suivant les tâches à réaliser. Donc c'est tout l'avantage du déport sur le cloud. On n'est plus contraint à un seul dispositif. Les calculs sont mutualisés pour tous les dispositifs. Alors justement, est-ce qu'il y a selon vous en Europe une situation qui est plutôt favorable en matière industrielle, et on pourra sans doute parler de la France aussi, par rapport à d'autres continents? Alors on cite souvent, dès lors que l'on parle de digital ou de numérique, du continent asiatique et de la Chine ou des États-Unis. Comment nous situons-nous par rapport justement à cette adoption de ces technologies dans le cadre de l'industrie? Dans le cadre de l'industrie, on est plutôt bien positionné. C'est vrai qu'on n'a pas de grands acteurs qui portent le développement des dispositifs et des systèmes de réalité mixte, de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Aujourd'hui, on a beaucoup les GAFAM, qui sont des acteurs majeurs dans le domaine. On n'a pas ces grands acteurs en Europe. Par contre, on a une très bonne expertise et qui date de plusieurs dizaines d'années, avec une communauté liée à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée française qui est établie depuis plus de 30 ans, qui a travaillé de concert avec les industriels. Et donc, ça fait très longtemps que les industriels français expérimentent les systèmes de réalité virtuelle et les systèmes de réalité augmentée dans l'usine. Et de ce fait, on est plutôt en avance sur les usages. Bien sûr, on utilise ces dispositifs qui ne sont malheureusement pas toujours souverains, mais on a quand même des solutions. Et on commence à voir apparaître des solutions, des dispositifs. Je pense par exemple à Lynx, qui est une solution française, un casque de réalité augmentée qui est français. Je pense évidemment aux solutions qu'on développe aussi au sein de l'IRT Bicom qui sont pleinement souveraines et qu'on contrôle parfaitement. En tout cas, on contrôle l'ensemble des composants qui sont intégrés dans ces plateformes d'AR Cloud, comme on les appelle. Et alors, si vous aviez finalement une demande à faire au Père Noël pour qu'il y ait une adoption plus massive encore au niveau de l'industrie, même si je comprends que nous avons des avantages, finalement, ça serait quoi? Parce que ça serait quoi la solution à demander au Père Noël pour que les choses aillent plus vite et soient peut-être plus efficaces? La solution, ce qui est demandé par les industriels, c'est avant tout de l'interopérabilité. Quand je parle d'interopérabilité, c'est avoir la capacité, de facilement intégrer leur système d'information à ces systèmes de réalité augmentée, ce qui aujourd'hui est un réel problème pour eux. Et deuxièmement, de pouvoir utiliser n'importe quel type de dispositif. C'est qu'aujourd'hui, les roadmaps des dispositifs ne sont pas clairs. Quand on peut en citer un qui est Microsoft avec HoloLens, tout le monde a développé des applications sur HoloLens et on se rend compte qu'il n'y aura pas de version 3 de HoloLens, ou peut-être pas. Voilà, on verra, tout le monde est un peu dans l'inconnu. Donc, s'il n'y a pas de solution interopérable, malheureusement, les industriels ne vont pas investir dans ces technologies directement augmentées. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, encore une fois, c'est les technologies AR Cloud, c'est-à-dire aujourd'hui, un industriel souhaite avoir un système directement augmenté qui fonctionne n'importe où,
n'importe quand et, comme je disais, sur n'importe quel type de dispositif. Pour vous, si on est fait un peu de prédiction, les principaux enjeux que représente cette technologie et ce passage justement à une logique plus cloudifiée, le terme n'est pas très beau mais je vais l'employer, c'est quoi? Il faut comprendre le fonctionnement très rapide d'un système de règlementé. Un règlementé, comme j'ai dit, un système de règlementé va afficher une information contextuelle, on appelle recalée par rapport à l'environnement réel. C'est important pour de nombreux cas d'usage, comme j'ai dit. Pour ce faire, les systèmes de règlementé, et les systèmes de réalité virtuelle aussi, la même occasion, doivent se localiser dans l'espace. Donc ils doivent estimer leur position et leur orientation dans l'espace. Et pour ce faire, ils ne vont pas utiliser le GPS qui n'est pas assez précis, surtout en environnement intérieur. Ces systèmes vont utiliser des caméras et des systèmes vision. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de caméras intégrées à ces dispositifs de réalité augmentée. On peut aussi considérer des tablettes. Et grâce à ces caméras, ils vont pouvoir se localiser. Comment? Ça s'inspire de l'humain. C'est-à-dire que nous, pour nous localiser, on utilise notre système visuel, on se crée une cartographie mentale 3D de l'environnement, et c'est en comparant ce qu'on observe avec cette cartographie mentale qu'on est capable de se localiser. Les systèmes de réalité augmentée fonctionnent de la même manière. Ils utilisent des caméras, ils vont aussi construire des cartographies. Mais ils n'ont pas la capacité de construire de très grandes cartographies. Et c'est pour ça que le fait de déporter ces calculs sur le cloud vont permettre de créer des cartographies à l'échelle d'une usine et vont permettre aussi de réduire la complexité des dispositifs de réalité augmentée et avoir des dispositifs de réalité augmentée qui deviennent de plus en plus légers, parce qu'ils ont par contre de moins en moins de capacité de calcul. Donc voilà, l'intérêt de l'Air Cloud, c'est pouvoir créer des cartographies partagées, mises à jour par l'ensemble des dispositifs, permettant de localiser l'ensemble des systèmes, des dispositifs de réalité augmentée au sein d'une usine. Alors on parle bien souvent, et vous avez évoqué le terme souveraineté, et qu'en est-il de la protection des données par rapport à ce sujet? Alors ça, c'est une réelle problématique qui nous est très régulièrement remontée par les industriels. Comme je vous l'ai dit, ces systèmes créent des cartographies, qui créent des cartographies de l'environnement, de production, l'usine. Ces cartographies remontent sur des clouds qui ne sont pas souverains. On va aussi remonter dans le cloud des informations liées, par exemple, aux opérations de maintenance en 3D. Donc le savoir-faire, l'outil de production, les maquettes même des produits vont remonter sur un cloud non souverain. Parce qu'évidemment, c'est tout ce qui va être affiché et les systèmes de cartographie pour localiser les systèmes de réalité augmentée. Et donc, sur les clouds non souverains, on est évidemment face à des problématiques de Cloud Act et donc à des problématiques de non-confidentialité des données, en tout cas, cette confidentialité non assurée. Donc, ce que nous demande aujourd'hui un certain nombre d'acteurs industriels, et tout particulièrement dans le domaine de la défense, du nucléaire, dans le domaine de l'aéronautique et autres. Et tous les domaines sensibles, en fait. Les domaines sensibles, exactement, c'est de pouvoir finalement déployer ces services sur leur propre cloud. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui ne sont pas possibles. Et c'est pour ça que nous développons une solution souveraine qui peut être déployée sur n'importe quel cloud ou edge, de façon à faire en sorte que les données restent au sein de l'usine et ne partent pas ailleurs. Donc on reconnaît bien là la patte de fabrique, j'oserais dire, de Bicom avec cette logique de souveraineté. Alors justement, un autre sujet qui est cher à Bicom, c'est la 5G. Comment ces deux technologies, et notamment la 5G privée, peuvent matcher? Est-ce qu'il y a un effet levier de l'une par rapport à l'autre? Comment vous voyez les choses? Alors, en effet, la 5G est essentielle. Alors, souvent, on pense que finalement, l'apport de la 5G pour la réalité augmentée, ça va être sa très faible latence et ses débits conséquents. Oui, lorsqu'on souhaite déporter dans le cloud une autre fonction qui est le rendu 3D. C'est-à-dire que si on a envie d'afficher un modèle 3D extrêmement complexe, constitué de plusieurs millions de polygones ou de points 3D, je ne sais pas, par exemple le modèle CAO d'un Airbus A380, oui, forcément, ces dispositifs de réalité augmentée n'ont pas la capacité de calculer ces images en temps réel. Donc, on peut déporter cette fonction dans le cloud, et dans ce cas-là, on a besoin d'une très faible latence, et on a besoin aussi de débits assez importants. Mais pour des technologies de localisation déportées dans le cloud, finalement, on n'est pas si contraint par ces faibles latences. Par contre, ce qui va être très intéressant pour nous, ça va être, la sécurisation des données sur ces réseaux privés, et de deux, le fait qu'on ait des solutions qui soient robustes, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de déconnexion intempestive, ce qui arrive très régulièrement. Les retours qu'on a d'expérience avec le Wi-Fi dans les entreprises et dans l'usine, c'est une catastrophe. Et lorsqu'on déploie de la 5G, ces industriels sont très satisfaits parce qu'il n'y a plus de déconnexion. Et en effet, c'est un des avantages, on va dire, concurrentiels entre Wi-Fi 6 et 5G notamment. Exactement. Alors, vous travaillez donc sur ce dossier, sur ce domaine qui est donc en évolution assez importante. Vos prochaines étapes, c'est quoi?
Alors, nos prochaines étapes, comme je l'ai dit, on crée des cartographies. Pour l'instant, on essaie de se localiser dans l'espace et donc d'offrir des services de réalité augmentée à l'échelle d'une usine ou d'un chantier. Mais finalement, ces cartographies, elles sont intéressantes. On peut les analyser et elles nous donnent énormément d'informations. Donc, le fait de pouvoir créer, ce sont des sortes de nuages de points 3D représentant le réel. Aujourd'hui, ils sont ce qu'on appelle épars, mais on va pouvoir les densifier et avoir un nuage de points 3D très dense, un modèle 3D de l'usine, de l'environnement de production ou d'un chantier. Et on va pouvoir les analyser, on va pouvoir faire de la segmentation, on va pouvoir retrouver les différents équipements dans ces cartographies. Et quand on va pouvoir extraire les différents éléments, on va pouvoir les comparer avec la maquette 3D du jumeau numérique, tel que conçu. Ah oui, en effet. Et pouvoir les mettre à jour. Parce que ces jumeaux numériques, en effet, on parle souvent du fait des capteurs de l'usine, où on va collecter les données, ces flux streamés de toutes les données générées par les capteurs, mais il y a aussi le volet 3D et la maquette 3D. Et cette maquette 3D, modèle BIM, Building Information Modeling, est rarement mis à jour. Et pourtant, on en a besoin pour un certain nombre de tâches, par exemple de planification de l'usine. On se retrouve avec des modèles 3D qui sont obsolètes. Donc, on va faire des simulations sur des modèles obsolètes, oui, qui vont aboutir justement à des difficultés lorsqu'on va déployer, par exemple, une nouvelle chaîne de production. Jérôme Royan, merci beaucoup pour ces informations sur un domaine qui est passionnant. Je pense qu'on aura l'occasion de vous réenregistrer parce qu'il y a des évolutions, on l'a vu, et qui vont assez vite. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Et on se retrouve pour un prochain numéro de Paroles d'experts.